Après une courte pause, les participants et participantes commencent à remigrer vers cette salle-ci. On a eu l'occasion de discuter très, très brièvement dans l'autre salle, antichambre de cette deuxième séance de la journée, donc qui sera consacrée euh, à des sujets, je dirais pas peut-être, je vais dire similaires, mais à tout le moins complémentaires ou apparentés à ceux qui ont précédé. Donc, la séance s'intitule, elle aussi, donc, les attentes envers les nouvelles technologies, un milieu et ses discours. Donc, dans la liste des salles, il y avait salle 1 de 2 et salle 2 de 2. Vous aurez compris qu'on est dans la seconde. D'abord et avant tout, là, je vous remercie justement de suivre de salle en salle comme ça. On essaie de rendre les choses le plus fluide possible. Des fois, on doit se priver de certaines questions là, et les réserver pour la fin. Donc, merci beaucoup de votre compréhension à tous et à toutes pour ces, euh, ces obstacles technologiques. Là. Mais jusqu'à date, bon, encore une fois, pour faire un mauvais jeu de mots, ça remplit relativement bien ses promesses. Donc, pour ceux qui n'étaient pas avec nous jusqu'à présent ou qui viendraient de joindre à nous, donc, mon nom est Jean-Benoît Cormier. C'est moi qui vais agir ici à titre de président de cette séance-ci aussi. Je remets là, en place là, certains rappels d'ordre assez général sur le fonctionnement des séances qui ont été transmis auparavant. Donc, comme les précédentes et les suivantes, cette séance-ci est enregistrée. Ça comprend aussi les commentaires textes qui sont transmis via le module chat à tout le monde en mode public. Ceux que vous échangez en mode privé, évidemment, ne sont pas enregistrés. À l'entrée dans les salles, les caméras sont désactivées par défaut. Évidemment, on vous invite à les ouvrir. C'est toujours plus convivial comme ça, mais c'est à votre discrétion à vous et à vous seul. Durant la séance, via le module chat, certaines informations peuvent être transmises pour la bonne gestion des activités. On vous invite en tout temps à poser une question qui pourrait vous venir de manière intuitive ou spontanée. Vous pouvez poser les questions en mode texte. On s'arrangera pour les relayer le moment venu ou au besoin. On se fait un petit copier-coller pour les discussions de fin de journée. Ça peut toujours donner lieu à des discussions intéressantes qui seront un peu moins crampées dans le temps qu'entre deux séances. Donc, après cette session-ci, je vous invite tous à rejoindre la salle de discussion générale où on pourra, sur un mode plus informel, là, discuter des présentations qui suivront mon intervention de bienvenue et les précédentes aussi pour faire des liens avec tout ça, bien sûr. Ce que j'allais dire. Donc, cette séance-ci comportera, quant à elle, deux présentations. Comme pour les présentations précédentes, un total de 25 minutes est accordé pour la communication. Ce temps inclut, a priori, 5 minutes de questions et réponses après chaque présentation. Donc, une présentation des questions, une présentation des questions. Vous êtes en mesure, si vous avez une présentation visuelle, de la partager avec la fonction partage d'écran de Zoom dès que j'ai enlevé le visuel qu'on voit ici. Et donc, je viens de donner le petit mot à propos des questions rédigées dans le chat. Alors, sans plus tarder, donc je ne vous fais pas patienter plus longtemps, je vous introduis le premier présentateur de cette séance, qui est M. Guillaume Blum. Guillaume Blum est professeur agrégé à l'École de design de l'Université Laval. Il est membre du groupe de recherche Design, Innovation et Humanisme du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, le CIRS, et du Réseau international d'innovation et de prospective, R2IP. Il est également membre associé de la chaire de recherche stratégique en design pour la cybersanté mentale de l'UQAM et membre aussi au laboratoire sur la communication et le numérique, le Lab CMO, qui est un organisme affilié ici au CIRS. Bonjour, merci Jean-Benoît. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Ça fonctionne, le son? Et puis, est-ce que l'image aussi? Je vais essayer de... Donc, je remercie Chloé Janier qui m'a beaucoup aidé, en fait, et puis qui est co-auteur avec moi du texte qui est à la base de cette présentation.
intitulé « Les fausses promesses de la blockchain » ou chaîne de blocs en français. Il s'agit en fait d'une étude de cas sur la chaîne de blocs qui est reliée à une enquête théorique que je réalise sur le concept de désintermédiation naïve que j'utiliserai et présenterai peut-être un petit peu rapidement tout à l'heure. En fait, pour débuter, depuis la montée de la croyance en l'économie numérique avec la crise de 2008 notamment, on a vu arriver suite à ça le Bitcoin, qui est une monnaie numérique décentralisée. Et derrière le Bitcoin, la chaîne de blocs, ou blockchain en anglais, qui serait la véritable innovation, source potentiellement d'une révolution à venir. Donc, évidemment, on commence à travers les présentations précédentes à voir revenir un pattern qui est un petit peu récurrent. À travers la présentation que je vais faire, je vais présenter rapidement, sans rentrer trop dans les détails, ce qu'est la chaîne de blocs, comment est-ce qu'elle fonctionne et quelles attentes et promesses y sont associées. Avant ça, je voulais revenir sur la question justement des attentes. Et c'est effectivement quelque chose dans le cycle de vie d'une technologie, créer des attentes est probablement un mal nécessaire ou un bien, je ne sais pas, disons c'est un jugement de valeur. On peut citer Borup et ses collaborateurs qui précisent que les abstractions orientées vers l'avenir comptent parmi les objets d'enquête les plus importants pour les chercheurs et les analystes de l'innovation. Ces attentes peuvent être considérées comme fondamentalement génératrices. Elles guident les activités, fournissent une structure et une légitimation, attirent l'intérêt et favorisent les investissements. Donc, ça permet d'augmenter les collaborations entre les différentes catégories d'acteurs, de récupérer des financements, comme ça a été mentionné plus tôt ce matin. Toutefois, les risques potentiels sont généralement non discutés, mis de côté. Les présupposés éthiques, sociaux ou organisationnels ne sont pas eux aussi mis de l'avant. Et les attentes et promesses engendrent finalement une forme de consentement a priori, comme si tous les acteurs et toute la société devaient accepter les choses comme un futur en devenir. Là aussi, Borup et ses collaborateurs citent un acteur qui dit « ça va arriver, alors autant s'y habituer ». Venons-en à la chaîne de blocs, à la blockchain, qui est née donc avec le Bitcoin et l'article de Satoshi Nakamoto, qui est un auteur fictif dont personne ne connaît la réelle identité. L'objectif est de désintermédier la monnaie qui serait potentiellement une source d'inefficacité. Et puis j'essaye de... je vais essayer de lire le texte, mais je n'ai pas tout le texte sur mon écran. Donc, bien que je cite l'article de Nakamoto, et c'est explicitement précisé dedans, bien que le système fonctionne, il souffre encore de faiblesses inhérentes au modèle basé sur la confiance. Les transactions totalement irréversibles ne sont pas vraiment possibles car les institutions financières ne peuvent pas éviter la médiation des litiges. Le coût de la médiation augmente et les coûts de transaction en limitant la taille minimale pratique des transactions et en supprimant la possibilité de petites transactions occasionnelles. Et il y a un coût plus large dans la suppression... Pardon, je suis perdu. Et il y a un coût plus large en supprimant la possibilité de petites transactions occasionnelles. Non, voilà, c'est ça. Je m'excuse, c'est comme un peu petit. Dans la perte de la capacité à effectuer des paiements non réversibles pour des services non réversibles. Je vais arrêter là la citation parce que j'ai un peu du mal à lire, mais vous l'avez sur la diapositive. Je vais voir si je... Non, je n'arrive pas. Je vais juste essayer de fermer ça. Voilà, comme ça va aller mieux, je pense. Donc, la chaîne de blocs est vraiment
l'innovation en fait, technologique qui permet la désintermédiation et qui permet le Bitcoin qui est présenté chez Nakamoto. Donc, évidemment, je vais prendre quelques exemples qui sont issus du Bitcoin, mais il faut bien voir en fait, que les usages sont généralement, enfin, peuvent aller bien au-delà. Et justement, j'ai une diapositive un petit peu plus loin là-dessus. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, la blockchain? Très rapidement, c'est un registre partagé. L'idée, en fait, c'est qu'à la place de mettre un registre dans un ordinateur qui va enregistrer toutes les transactions, ici, tous les ordinateurs vont chacun avoir une copie de ce registre-là et vont se mettre d'accord sur le fait que la copie est bien similaire. Donc, chaque membre a en sa possession l'entièreté des chaînes de blocs. La visibilité est totale. Toutes les actions effectuées passent par la validation des autres usagers. Il y a une certaine confidentialité qui est possible par chiffrement. Euh, la chaîne est résiliente parce qu'il y a redondance justement entre les différents acteurs qui sont aussi des usagers. Si un usager essaye de manipuler la chaîne, ben, ça va être considéré comme un bug ou comme, en tout cas comme un problème. Et donc, étant donné que ce sera non majoritaire, ce ne sera pas considéré comme étant réel. Et chaque bloc est lié au bloc qui précède avec une empreinte unique qui permet d'assurer en fait la cohérence de la chaîne dans son ensemble. Pour être validé, un nouveau bloc doit respecter les règles de gouvernance de la chaîne. Ça, c'est assez important, on va revenir là-dessus. Le cryptage est asymétrique et permet d'identifier les individus ou plutôt leur signature technologique. Et ces différentes caractéristiques assureraient une technologie qui serait inviolable. Donc, on voit déjà une promesse qui est associée à la chaîne de blocs. Alors, très rapidement, quels usages? Principalement, en fait, dans des domaines qui ont besoin d'une sécurité accrue et dans les échanges pair à pair sont un avantage. Évidemment, il y a toutes les crypto-monnaies. Il y a tout ce qui concerne la certification d'information, donc le travail, typiquement le travail notarié. Donc, les notaires, si on en croit, en fait, les tenants de la technologie auraient du souci à se faire. Les universités avec les diplômes pour valider en fait que quelqu'un qui se réclame d'un diplôme a bien le diplôme en question. Depuis le début de l'année, on entend beaucoup parler des NFT en fait, qui permettent d'acheter des titres de propriété. Et cette chaîne, en fait, finalement, vise à désintermédier les sujets sur lesquels elle s'applique, à savoir tout type de transaction, que ce soit monétaire, logistique, contractuelle, etc., reposant sur donc, un grand registre partagé par ses utilisateurs. Quand on écoute un petit peu les consultants, quand on regarde les ouvrages dominants, en fait, on voit que les caractéristiques mises de l'avant sont la décentralisation permettant la désintermédiation et l'inviolabilité. On prend comme exemple en fait l'ouvrage de Don et Alex Tapscott, qui sont deux consultants dans le domaine et puis qui ont fondé un institut sur la chaîne de blocs, qui mettent de l'avant 7 principes fondamentaux disruptés par celle-ci. Modestement, l'intégrité, le pouvoir partagé, les valeurs communes, la sécurité, la vie privée, la protection des droits et l'inclusion. Euh, je vais aller directement à la deuxième citation pour comprendre en fait qu'il s'agit vraiment d'un discours techno-utopiste où les auteurs comparent le monde pré-chaîne de blocs avec, je cite, la confiance dans les transactions qui proviennent de personnes, d'intermédiaires ou d'autres organisations agissant avec intégrité, alors que dans le monde émergent des chaînes de blocs, la confiance provient du réseau et même des objets sur le réseau. Donc, en gros, on n'a plus besoin en fait d'un intermédiaire, d'une autre personne avec qui il y a une relation. On peut directement se fier à la machine pour être convaincu que ce qui se passe est bien réel. Donc, ce discours, ensuite médiatiquement repris, créant des attentes collectives sur le futur, et est favorable à l'émergence d'un écosystème avec nombre d'acteurs économiques, des startups, etc., qui vont développer les technologies autour de la chaîne de blocs et les attentes.
Euh, on a mis comme, thématisé 7 groupes de promesses en fait associées à la chaîne de blocs, à savoir la promesse d'une désintermédiation massive, d'une simplification des chaînes de valeur, de l'immuabilité comme gage de transparence, d'échanges hors sociabilité, de sécurité, une promesse démocratique et de protection des minorités et la promesse de l'encapacitation des citoyens usagers. Je vais passer, alors peut-être sur la première un petit peu plus longtemps, mais ensuite assez rapidement, et puis ensuite je conclurai. Donc, concernant la première promesse, en fait, cette vision est porteuse d'une idéologie, donc d'une désintermédiation massive, celle où l'intermédiaire ou l'intermédiation en tant que telle serait source d'inefficacité, de problèmes, et serait même en soi un problème en quelque sorte. Et finalement, un lien direct est toujours supérieur. Donc, la technologie, alors ça, c'est sans considérer justement le fait que la technologie est elle-même un intermédiaire et que c'est donc une forme de désintermédiation naïve où en fait on remplace un intermédiaire qui peut être institutionnel ou une organisation par un autre intermédiaire qui va être la chaîne de blocs en tant que telle. Ça revient à dire qu'en fait, on remplace un intermédiaire qui est informé, spécialiste du domaine en question, par un spécialiste de la technologie qui souvent, en fait, a une vision un petit peu plus désincarnée en fait, des réalités en question. Or, l'intermédiaire n'est pas neutre. Ça, c'est comme le supposait le conditionnel plus haut. C'est vrai que ce n'est pas toujours perçu comme tel, mais généralement, il ajoute une valeur ajoutée dans la chaîne et la désintermédiation qui est associée est donc associée à une perte de sens car on passe d'une activité collective à une activité basée sur une somme d'individualisation des actions. On va revenir là-dessus tantôt, mais c'est en fait, toute activité collective est vue comme une somme de transactions. Donc, en fait, la désintermédiation naïve est une forme de réintermédiation sauvage. Alors, on peut prendre l'exemple du Bitcoin ou de n'importe quelle autre crypto-monnaie qui, si ils arrivaient en fait à devenir des acteurs dominants, seraient potentiellement des dangers en fait pour l'économie en tant que telle. Pourquoi? Parce que ils visent à remplacer les banques et puis la banque centrale ou les banques centrales des différents États. Et effectivement, ça peut être perçu comme des intermédiaires un petit peu inutiles et puis dont on pourrait se passer, ce qui permettrait en fait d'éviter tous les frais de transaction associés à ces organismes-là. Mais on peut penser, par exemple, qu'ils ne servent pas à grand-chose en général, ce qui est souvent le cas, à part quand il y a une crise économique et puis qu'ils se mettent justement à agir. Que se serait-il passé, par exemple, pendant la crise de 2008 si les banques centrales ne s'étaient pas mis d'un seul coup à inonder, à racheter des dettes et puis inonder d'argent en fait, les marchés pour éviter en fait une crise qui aurait probablement été bien plus grave qu'elle ne l'a été. Or, le Bitcoin fonctionne sur ces mécanismes de gouvernance intégrés qui, pour être changés, nécessiteraient soit de mettre d'accord en fait la majorité des acteurs, soit de passer à une forme de Bitcoin 2.0, ce qui veut dire abandonner l'historique précédent. Donc, grosso modo, ce serait possiblement impossible, ou en tout cas, ça se ferait dans des temps que la crise ne permettrait pas de réaliser. Alors, c'est un exemple, mais on pourrait multiplier les exemples en fait dans à peu près tous les domaines. Promesse suivante, la promesse d'une simplification des chaînes de valeur. Donc là, c'est en fait une promesse économique sur l'organisation elle-même de la chaîne de valeur. L'idée, c'est donc d'éliminer les intermédiaires au profit de nouveaux intermédiaires, donc cachés, ça on l'a vu, volontairement ou non. Puisque les informaticiens qui vont travailler à la chaîne de blocs, dit autrement, les nouveaux intermédiaires sont des spécialistes de la technologie, ils planent au sens du jarrier au-dessus des usages, et c'est-à-dire que c'est eux qui vont déterminer les nouvelles lois d'usage sans être spécialistes ni de la théorie
ni de la pratique. C'est un petit peu comme si dans mon université, par exemple, ou dans n'importe quelle entreprise, c'était le département des technologies d'information qui prenait les décisions en fait sur les mécanismes de travail que vous avez en fait, qui n'a rien à voir avec la technologie en tant que telle. C'est une forme d'extension de ce que Laurence Lessig appelle le code fait, enfin, de l'adage de Lessig où il dit que le code fait la loi. Mais encore une fois, qui est camouflé, alors que dans l'idée de Lessig, c'est de l'ouvrir pour essayer de le rendre encore plus, de le partager. Et puis bref, je pense que je reviens là-dessus un peu en conclusion. Promesse suivante, la promesse de l'immuabilité comme gage de transparence. Alors ça, en fait, ça ne prend pas en considération les erreurs ou bugs potentiels. Alors les erreurs humaines, c'est-à-dire par exemple le fait d'accepter une transaction par erreur. Et étant donné que c'est des intermédiaires, ça risque de poser problème puisque on ne peut pas appeler un organisme intermédiaire justement pour annuler un problème qui aurait été réalisé par l'usager. Ça pose aussi la question de l'éternité des données et du droit à l'oubli. Je ne vais pas m'étendre sur cette promesse-là. On a celle d'échange hors sociabilité. C'est-à-dire avec la blockchain, on a une forme d'institutionnalisation d'activités en dehors de la vie sociale. C'est la technologie elle-même et la blockchain elle-même qui intègrent en fait ces éléments-là. En niant la société et puis les écarts sociaux, économiques et politiques, il devient en quelque sorte impossible de pallier aux défauts de marché. Euh, Dit autrement, étant donné que toute transaction est individualisée, tout le monde va être pris également parlant au même titre. Que vous soyez riche ou pauvre, vous avez le même pouvoir en fait sur la chaîne de blocs. Ce qui est, on va dire, une simplification et puis on va dire un regard rapide sur le fonctionnement de la société et sujet à beaucoup de discussions potentielles. Il s'agit donc d'une forme de construction d'une sociabilité renouvelée dans un cadre techno-utopiste. Dernière série de promesses, la promesse de la sécurité, donc avec la question de l'identité qui est pas nécessairement vérifiable suivant les types de chaînes utilisées. L'utilisation, alors la sécurité de la chaîne est assurée par le grand nombre d'usagers. À part que ça ne prend pas en considération ce qu'on appelle les attaques de type 51%, c'est-à-dire si on a plus de 51% des gens qui sont d'accord sur une chaîne de blocs avec la fraude. Ça paraît difficile à imaginer quand on a un grand nombre d'usagers, mais avec les fermes de serveurs qu'on a, les attaques par ordinateur zombie, etc., on peut avoir quelques individus qui possèdent en fait le contrôle sur des millions de machines et qui peuvent faire en fait une bifurcation de la réalité pour créer une réalité alternative finalement sur la chaîne de blocs pour dire que telle transaction a eu lieu alors qu'elle n'a pas réellement eu lieu. Plus grave encore, à mon sens, la responsabilité de la sécurité repose sur l'individu, sur l'usager final. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a personne pour annuler, par exemple, une transaction frauduleuse ou pour intervenir pour dire attention, là, vous êtes trompé d'un zéro ou de 5 zéros en fait, dans votre transaction. Ça ouvre évidemment la voie à tout ce qui est fraude potentielle, vol de données. Il y a des tonnes d'exemples à ce sujet-là. On peut penser aussi à des personnes en fait qui perdent littéralement leur argent. C'est donc des individus qui avaient mis leur Bitcoin par exemple sur une clé USB, puis là ils ont perdu la clé USB, elle a été détruite et donc ont perdu leur compte chèque avec personne pour être capable de les récupérer. Promesse suivante, la promesse d'une démocratique et la protection des minorités. Donc là aussi, ça pose la question de l'équité entre les différents types d'usagers, entre un jeune cadre et puis une personne âgée. Évidemment, quand on mélange avec la promesse précédente de sécurité et puis le fait de reposer tout sur le poids de l'individu, c'est problématique en fait, parce qu'on va souvent en fait créer
ces technologies et ces usages pour des usagers jeunes, à l'aise avec la technologie, etc., sans prendre en considération que ça doit être étendu à l'ensemble de la société, ce qui pose problème. C'est aussi une conception simpliste des processus démocratiques, à savoir que une personne égale une voix et qu'une machine égale une personne. Donc, on a déjà vu qu'en fait, en réalité, une personne peut contrôler potentiellement des centaines, des milliers, des millions de machines, mais c'est aussi une conception simpliste de ce qu'est la démocratie, avec une faible protection des minorités. Dans une démocratie moderne comme le Canada, on a tout un ensemble d'institutions qui vont protéger les droits de la personne, qui vont protéger en fait un certain nombre de choses qui permettent à la majorité de ne pas écraser des minorités. Dernier type de promesse, la promesse de l'encapacitation des citoyens usagers. Donc, l'idée serait d'arriver à un monde plus juste avec une forme de gouvernance décentralisée qui correspond peut-être un petit peu à un projet anarchique. En tout cas, c'est discutable, mais qui va dans ce sens-là. Mais on va dire, le bon vouloir de cet idéal-là, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, repose sur la technologie en soi, ce qui est probablement un non-sens. Et puis là, j'y reviens justement en conclusion. Donc très vite, parce que je pense que je dépasse un petit peu. Grosso modo, la chaîne de blocs, est-ce qu'elle évite le capitalisme de surveillance? Probablement pas, ou en remplaçant la surveillance par de la surveillance généralisée. Est-ce que une forme de démocratisation de la surveillance, c'est un mieux? Peut-être que c'est un mieux par rapport à 4 ou 5 sociétés qui contrôlent tout, mais est-ce que c'est un futur qui est souhaitable? Je posais la question, c'est probablement y répondre. La chaîne de blocs, c'est un projet d'individualisation de tout collectif où la société, les collectifs en tant que tels sont vus comme l'agrégat d'un ensemble de transactions. Et finalement, si on prend au sérieux les promesses qui sont associées, est-ce que la chaîne de blocs, c'est la meilleure façon en fait, d'atteindre les objectifs par rapport, on va dire, à une architecture technologique traditionnelle qui serait gérée avec des mécanismes de gouvernance partagés. Donc, cette fois, on ramène tout, non pas sur la technologie, mais sur l'organisation en tant que telle, donc gérée par une OBNL, gérée par une coopérative. Est-ce que ce n'est pas un meilleur gage en fait, de démocratisation? Alors, certes, c'est une solution qui est plus coûteuse en temps, mais est-ce que ce n'est pas justement le fait d'échanger, d'écouter les uns les autres et de débattre qui est justement un des éléments propres à la démocratie et finalement le coût associé aux promesses de la technologie? Personnellement, je pense que oui. Et je m'excuse d'avoir légèrement débordé. Merci. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation très intéressante et ne t'en fais pas pour le débordement. Je suis sûr qu'on pourra le rattraper là, plus la journée avance. Il n'y a aucun problème. J'aimerais, même si on a débordé un tout petit peu le temps, j'aimerais quand même ouvrir les questions à l'assistance. Donc, soit par texte, elles peuvent toujours parvenir, ou sinon par le processus de main levée et les petits boutons de Zoom. Là, j'invite les personnes intéressées à se manifester. Je vois ici M. Régis Barondeau, à qui je cède la parole maintenant. Oui, bonjour tout le monde. Merci Guillaume pour la présentation. C'était intéressant, il y a pas mal de points. Tu sais que je travaille aussi sur les technologies blockchain qui se recoupent avec des choses auxquelles j'ai déjà aussi réfléchi de mon côté. Il y a des bons points. Par contre, je vais juste soulever un point c'est par rapport à la gouvernance. On parlait de gouvernance et que, en fait, tu parlais des OBNL après avec un système plus traditionnel, mais dans les réseaux blockchain, il y a aussi une question de gouvernance. Elle est aussi pensée. Alors, tu dis qu'elle est pensée uniquement par les informaticiens, par les gens techniques, mais il y a des projets blockchain aussi où tu peux penser. Nous, on travaillait par exemple avec Rosanna sur les communs et puis la gouvernance de l'infrastructure. On fait la différence. Philippi, dans un papier, fait bien la différence entre la gouvernance par l'infrastructure et la gouvernance de l'infrastructure. Et on peut aussi penser la gouvernance d'un réseau blockchain de façon
collaborative. Et puis, il y a des projets autour de ça aussi. Donc, juste ouvrir sur ce point-là parce que je t'entends et tu as de bons points, mais là, on part dans le… je ne suis pas technodéterministe non plus, comme toi, mais j'ai comme l'impression que là, tout semble négatif par rapport à ça. Et puis, il y a des alternatives intéressantes aussi et des travaux autour de ça. Voilà, c'était juste ça mon point. Il y en a d'autres, mais je vais laisser la parole aux autres. Je partage effectivement ce que tu dis. J'ai peut-être été un petit peu rapide. Évidemment, on n'est pas obligé de les opposer comme je l'ai fait pour les OBNL. Les coopératives peuvent s'appliquer effectivement au blockchain. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans le développement des technologies, souvent, en fait, dans l'écosystème qui est en place, pour financer en fait, ces développements rapides, c'est plutôt des structures d'entreprises privées qui sont favorisées par les États, ne serait-ce que du point de vue des financements. Et c'est pour aller chercher de l'argent avec une OBNL, quand on fait de la R&D, c'est pas mal plus difficile. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, merci Guillaume pour cette réponse. Je propose en fait qu'on continue avec la seconde présentation et pour ce qui est de la suite, on pourra revenir bien entendu à ces questions-là et d'autres en discussion de fin de journée. J'imagine de toute façon que la prochaine présentation fournira aussi des matériaux supplémentaires à ce dialogue-là qui est déjà en place. La communication qui suit est celle donc de Stéphane Montero, qui est avec nous déjà, je vois dans la salle, oui. Donc, qui est professeur adjoint en Communication Studies à l'Université Concordia ici à Montréal. Il est l'auteur de The Fabric of Interface, Mobile Media Design and Gender, paru au PES du MIT en 2017, et il a dirigé l'ouvrage collectif The Screen Media Reader, paru la même année. Alors, la fonction partage d'écran au besoin devrait être ouverte à ce moment-ci. Okay. Et la communication donc s'intitule Faces of the Future, the lure of social necessity and liberation in promoting facial recognition technologies. Alors, à vous. OK, merci. Bonjour tout le monde. Je vais présenter un instant. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, tout est beau pour moi. On voit bien. D'accord. OK. Je vais présenter en anglais, mais bien sûr, vous pouvez poser vos questions soit en français, soit en anglais. Donc, my paper considers potential overlaps across the public promotion of facial recognition technologies that use artificial intelligence and the promotion of two visual surveillance technologies in the past, anthropometric photography in the 19th century and CCTV in the 20th century. It considers the possibility of recurring tactical or discursive patterns within economies of promise across these historical contexts to define expectations or hype within a specific technoscientific area, in this case, machine-assisted visual surveillance. I contend that actors promoting each of these three surveillance systems have emphasized their liberating qualities as systems that raise an individual's social value rather than reducing or jeopardizing it. The discursive strategies and marketing techniques used by advocates of FR to raise expectations of social enhancement through this technology play a significant role in its success. In examining the economics of technoscientific promises, Pierre-Benoit Joly states, socio-technical imaginaries encode visions of a good society, whichever it may be, in socio-technical networks.
FR systems represent only the most recent in a line of campaigns stretching over 2 centuries to promote visual surveillance technologies as socially beneficial. When considered through the lens of the sociology of expectations surrounding technological innovation, the earlier examples of anthropometric photography and CCTV challenge claims that exaggeration surrounding technological visions of the future has intensified with, quote, the strategic turn in science and technology in recent decades. These examples suggest, conversely, that exaggerated expectations have been part of the promotion of surveillance technologies for over 100 years, supporting Cornelia Conrad's assertion that contemporary dynamics of expectations are, quote, embedded in broader long-term cultural patterns. Private and public entities around the world are implementing facial recognition toward diverse goals, from ticketless boarding at airports to voter verification in elections and identifying suspects in criminal investigations. FR has also become part of the ordinary objects of everyday life, from smartphones to cars, for unlocking screens, paying for services, or triggering personalized device settings. Given this transformation in our relationship to extant technology and each other, how is facial recognition represented to the public in ways that might convince people to accept or even welcome the frequent systemized scrutiny of their bodies? In describing the performativity of claims surrounding scientific and technological research, Conrad points out that, quote, expectations are rarely presented as neutral, value-free statements, but instead can be read as promises or concerns and warnings, implying a positive or negative valuation. So discussions around facial recognition strongly reflect this. Amid the many real concerns, promotion of facial recognition as a beneficial and necessary development invokes and entwines 2 conditions that you see at the bottom of the screen there. First, skepticism or fear of the other, and second, the need for recognition and reaffirmation of ourselves as socially valuable individuals. And I'll talk more about that as I go on. Facial recognition's promoters suggest it helps screen out or remove dangerous, undesirable, or simply unfamiliar individuals from our social environments while making those environments more personalized. FR developer Face First, for example, states, quote, face recognition is currently being used to make the world safer, smarter, and more convenient. Developer NEC states its system, quote, is turning a simple scan of a face into a single unified biometric key that unlocks an enjoyable experience that is secure, frictionless, and personalized. In contrast to these appeals, many critics warn of the dangers of multiplying and widening the scope of facial recognition. The social biases at play in the compilation and selection of training data sets, or the refinement of algorithms, for example, contribute to the functioning of these systems, replicating and furthering entrenched existing social inequalities. To better understand the constellation of arguments and strategies surrounding the promotion of facial recognition, it may be useful to consider the promotion and implementation of earlier visual identification and surveillance technologies, such as anthropometric photography and CCTV. Although 100 years separates their emergence as leading forms of regulating populations and tracking individuals, proponents of both anthropometric photography and CCTV resorted to arguments and forecasts for these systems that bear salient similarities to those provided in support of facial recognition. The Paris Police Department developed its system of anthropometric record keeping in the 1890s under the guidance of Alphonse Bertillon, known as signaletics in English and
bertillonnage in French, it harnessed the presumed objectivity of photography to build a searchable visual biometric archive of identified faces. Like facial recognition today, it combined bodily, especially facial measurements with images of the face or mugshots. This biometric system enjoyed success among police departments and prisons worldwide at the turn of the 20th century, and mugshots are still used today and often serve as data sets for facial recognition systems. One edition of Bertillon's manual for the system, the edition that was published in the United States, emphasized the benefit of creating national biometric databases, data banks of all citizens. It explains that it would then be possible to find any person at once whenever desired, whether for his own good or for that of society at large. Crime could thus be rooted out, elections purified, immigration laws effectively enforced. The idea that making and holding biometric records of people is for their own benefit as well as that of institutions with access to these records did not take hold, as no such universal system was developed. However, this claim forms the foundation of advocacy for facial recognition systems as biometric resources meant to, quote, unlock an enjoyable experience, as developer NEC states, as well as to identify suspects. Now, let's move from Bertillon's system to CCTV, which arrived a century later as a second precedent worthy of our study. First implemented on a large scale in the 1990s, CCTV today often blankets public spaces like downtown Montreal with cameras linked to surveillance centers where police, or more often, private security firms watch and record live feeds. CCTV's rapid expansion in Great Britain in the 1990s remains a striking example of the proliferation of a system despite significant opposition over civil liberties issues and efficacy. In an effort to combat urban crime, in 1994, the British government offered £2 million in matching funds for open street CCTV scheme. The effort helped solidify the privatization of public space, as these systems were often organized not by governments, but by local businesses and administered by security companies. By 1996, the streets of nearly 200 towns and most major British cities had CCTV systems. It was seen as a boost to commercial and economic activity by helping promote what Nicholas Fife and John Bannister call, quote, the exclusion from public space of those unable or unwilling to subscribe to the norms of consumer citizenship, end quote. High-profile and sensational CCTV examples, such as recordings of terrorist acts or murders, took priority in the news media over privacy issues, negative research findings, and more questionable uses of CCTV, such as policing non-shoppers and visible minorities. As you see there on the screen, British Home Secretary Michael Howard called CCTV the friendly eye in the sky, explaining that the innocent have nothing to fear. It will put criminals on the run and evidence will be clear to see, end quote. Yet surveillance camera systems to a large extent only reify and repeat existing social inequalities and imbalances, codifying viewed behavior as proper or improper without the corroborating contextual evidence gleaned from being physically present at the scene. As with facial recognition, CCTV may be operated by different entities with varying aims and procedures that privilege some data while neglecting or underanalyzing other data. Perhaps as a result, CCTV did not necessarily make people feel more secure when it was introduced. When the British government gauged Birmingham residents' sense of security in public after CCTV installation in the 1990s, the increase in those who felt safe or very safe
was accompanied by an equivalent increase in those who felt very unsafe. This suggests that people are not necessarily persuaded by government or corporate arguments concerning the necessity of new surveillance technologies for public safety. This may help explain why those urging increased use of facial recognition cultivate expectations of enhanced personalized social experiences and the smoother circulation of individual social capital, rather than resorting only to larger societal arguments of a safer public sphere. So really with facial recognition, there's sort of been this turn toward the idea of personalizing it for people as a way for perhaps greater adoption. Now, let's compare the strategies bound into the promise and promotion of these systems. The promotion of anthropometric photography and CCTV, when compared with that of AI-based facial recognition systems, bears significant similarities with contemporary rhetoric, although it also reveals some notable differences. Facial recognition perpetuates many of the goals, biases, and practices of anthropometric photography and CCTV. At a technological and material level, as you see on the screen, it combines the mugshot database with live feed surveillance cameras, linking and bolstering both with computational algorithms and neural networks. At the practical level, as you see, it is promoted as a system that ensures greater public safety by deterring or dissuading illegal activity, while acting as a powerful tool in criminal investigations, which is entirely in line with the efforts to promote earlier surveillance systems. Often advocacy for facial recognition hinges on stoking fear by invoking violent crime and increased vulnerability. Clearview AI, which has been in the news a fair amount in the past couple of years, one of the largest facial recognition developers, describes its mission as targeting, quote, pedophiles, terrorists, and sex traffickers, end quote. And it states that, quote, in using Clearview AI, law enforcement is able to catch the most dangerous criminals, solve the toughest cold cases, and make communities safer, especially the most vulnerable among us. Of course, much recent research by Timnit Gebru, Joy Buolamwini, and others demonstrates that society's most vulnerable populations, visible minorities, marginalized groups, and those in economic precarity, are considerably more likely to be targets and victims of systems such as Clearview AI, as had been the case with anthropometric photography and CCTV. Given the potential stumbling blocks then to implementation around security issues, reinforced by the checkered histories of mugshots and CCTV, and challenged by the rising voice of social inequality and anti-racism movements, proponents of facial recognition have taken an additional tack, as you see at the bottom there. Just as Benoit Joly claims that the economics of technoscientific promises produce, quote, discourses and narratives that frame the technology and define both the good futures it brings into existence and the adverse futures it helps to avoid, end quote. Facial recognition proponents complement their narratives of crime and public safety with an appeal to personal vanity in describing a future of greater social inclusion for the individual. Cognitech, a biometric systems provider, states that its system can be configured to produce and apply, quote, positive watch lists, end quote, meant to identify desirable customers and clients, quote, allowing them access or notifying staff to provide special treatment. Provider Face First similarly asserts that it produces, quote, safer communities, more secure transactions, and great customer experiences, end quote. In this vein of reasoning, facial recognition amounts to social capital circulating through digital surveillance in the currency of the face, where showing your face can produce instant rewards, such as walking onto an airplane without showing a ticket,
And when facial recognition does produce an interaction, it can be pleasant, a personalized one, such as a shop clerk greeting you by your name. In this imagined future, you are served by people and machines that already seem to know your needs and desires. A significant component of this promotional strategy has been the gamification of facial detection and recognition systems as conduits to greater online social interaction through, for example, face-based photo apps and social media platforms. Photo effect apps such as FaceApp is probably the best known example, FaceApp and Gradient, and beauty-based apps such as YouCam Makeup and BeautyCam, among dozens of others, detect and map a user's facial features to produce effects and make predictions and recommendations. These products gently but convincingly promote facial detection and scanning processes as social assets, and FR systems providers have acknowledged their usefulness. Face First, for example, promotes the Face Secret app as a means to, quote, make predictions about you as a person, including your personality, your age, your ethnicity, and much more, end quote. These app-generated images of the face are often shared on social media, such as FaceApp's aging filters. You might be familiar with those, which also rely on automated facial recognition capacities to facilitate our frictionless interpersonal online visuality. So as an ensemble, these products based on facial scanning and recognition encourage the regular presentation of our faces for new effects, for new horoscopes, etc. And the circulation of our faces, among others, as a way to build a visual record of social interactivity and capital. To conclude, overall, the promotion of automated facial recognition has intensified in a nuanced process targeting both our sense of community and our sense of self. Like previous visual surveillance technologies, these systems are touted as a potential benefit to the individual as well as society, as advocates regularly invoke ideas of convenience and freedom as primary catalysts for development and implementation. But unlike the promotion of previous surveillance technologies, facial recognition is regularly marketed as a tangible source of enhancement of our lives through personalization of experience, from shopping at the mall to driving a car. In the economics of technoscientific promises and the sociology of expectations surrounding technological innovation, the projected uses of these systems for things as simple as producing a humorous selfie effect, getting beauty tips, or tagging photos are perhaps the strongest marketing tools for their wider adoption, masking potential risks and abuses. By seemingly being everywhere in our personal devices, as well as the public spaces we visit, they have the potential to disable the tool of social control. Facial recognition is likely to shape individual interactions and lives in powerful ways, bearing the biases and liabilities of the structures through which it is created, it's promoted, and it's distributed. Thank you. Thank you very much for this presentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, comme M. Montero lui-même le mentionnait dès le départ, que vous ayez des questions en français ou en anglais, je vous inviterai à les manifester à l'instant. Je vais, pendant que vous le faites, j'aimerais en risquer une. J'ai l'impression peut-être qu'elle a été répondue en partie au moins là, par certaines des choses que vous avez dites durant la présentation, mais j'aimerais faire un lien assez rapide ou peut-être un peu lâche avec la présentation auparavant, celle de Guillaume Blum, où il était question de désintermédiation que permettait la blockchain. Est-ce qu'il y a, par exemple, entre les compagnies de CCTV qui sont souvent à la solde d'entreprises privées et des mécanismes de facial recognition ou de reconnaissance faciale, est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont été tentés pour essayer de neutraliser un peu ces
ces intermédiaires-là ou de les enlever ou de les disséminer pour justement enlever l'intérêt capital ou les intérêts qui peuvent interagir entre les deux? Good question. I think one of the issues that comes up, and this fits not just with the previous presentation, but some of the other presentations today, is that a lot of the technology is being produced by private companies, corporations, and startups, and not just the technology, but the potential applications of those technologies, like Clearview and that. And what we find is that actually what happens is that these technologies become developed and then they become applied in different ways through different institutions and different by police departments, particularly in the US. There's been a fair amount of research on this. And the way that the technology, the systems, the software, et cetera, are constructed, and then the way they're actually used, implemented within society by different actors, such as police departments, that there is potentially a difference there. And so what ends up happening is that even though the system might be the same used by one institution or another institution, the way it's manipulated or applied may be different. So what ends up happening actually is, it's a very good question, this idea of this neutralization of these systems. And one of the things that's often said about facial recognition and promoting it is that it's something that is objective and very accurate, like anthropometric photography, the statements about that in the 19th century, right? That it was a way to objectively identify people. So there's this whole rhetoric that's embedded in the technology itself. Now that in itself is problematic, but then what sort of compounds it is then the different ways that the system is implemented. One quick example I would give with this is, for example, when you use a facial recognition system to, say, identify suspects in a criminal investigation, you can, with the system, raise or lower the error rate, and that can be done by whoever's using the equipment, right, or the software. So they can increase or lower the error rate, and of course, and what that does is potentially reduce or increase the pool of suspects, right? And so obviously that's something that, you know, saying that someone is a suspect because they've been identified by facial recognition, that doesn't mean very much, because depending on what the error rates were, it could say everyone's a suspect or nobody's a suspect, right? So. Oui, Régis, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Thank you very much for your presentation. You talked about the error rate. What if I'm flagged as a criminal because I'm at the wrong place at the wrong moment? What are what can I do? Do I have recourses here in Canada to contester Right. the fact that I'm flagged as a criminal? Yeah. What mechanism do we have in place here? Do we have such things? Well, see, the problem is that often the question is whether if someone's flagged, right, then the question is, for example, in a criminal investigation, then is that evidence going to be used in court or not, right? So one of the things that can happen is that evidence can be contested in court. And oftentimes what ends up happening is that the users of this technology won't submit. The idea is that technology is a tool to help investigations, but whatever the results of that technology are, they can't be used as evidence within the case that's brought against a person, right? But where this becomes you bring up a very good example, because where this becomes a problem, right, is you can think in something like a police interrogation where you may be brought in
because you are a suspect. And in trying to get you to confess or provide information, the police could certainly say, well, you've been flagged, we've identified you as a suspect because we're using, this artificial intelligence that's highly accurate or whatever, that gave us a very small pool of suspects, and it includes you, right? So then you find yourself in, and this comes back to that question of intermediaries that was just brought up a moment ago, right? You find yourself sort of in between the institution of the police, let's say, or the government, and the other institution of the system that's been produced by some private corporation to identify people, and you're stuck in the middle of that, right? And that can be leveraged then to say, get a false confession out of you, or get a confession out of you to reduce, particularly if you've been, you already have a criminal record, right? That you'll confess to get less time in prison, or these kinds of things, right? So that's where it becomes a problem. So there are ways to contest this for sure, but there are also ways for it to be used that can produce these kinds of or exacerbate these inequalities that exist. And I guess we don't always know exactly how the decision has been made, because Pasquale wrote in 2015 about the black box society, and we didn't progress much since, right? We don't know exactly what the algorithm and AI are doing behind the scene, and yeah. We don't have access to that. Yeah, absolutely. No, we don't. Yeah. Thank you. It's all proprietary. Yeah. Merci pour la question et merci pour la réponse très généreuse, M. Montero. Donc, nous allons, sans plus tarder, mettre fin à cette séance-ci, mais la discussion, évidemment, pourra se continuer dans la salle de fin de journée, si on veut, qui est intitulée, je crois, « Discussion libre ».